guerre en Ukraine, tension à Taïwan, le président russe Vladimir Poutine critique le rôle des États-Unis. Au Brésil, Lula et Bolsonaro ont lancé officiellement leur campagne ce mardi en vue de l'élection présidentielle du mois d'octobre qui s'annonce très polarisée. Les États-Unis, plus que jamais dans le viseur de Vladimir Poutine. À l'occasion de la conférence internationale sur la sécurité à Moscou, le président russe a accusé Washington de chercher à déstabiliser le monde, faisant référence aux récentes visites de Nancy Pelosi, puis d'élus du Congrès américain à Taïwan. Comme nous le savons, les États-Unis ont récemment, une fois de plus, fait une tentative délibérée d'ajouter de l'huile sur le feu et de faire basculer la situation dans la région Asie-Pacifique. Le chef du Kremlin n'a pas manqué d'évoquer la situation en Ukraine. Un conflit débuté le 24 février et qui s'enlise. Là aussi, le gouvernement Biden est pointé du doigt et vivement critiqué. À de multiples reprises, Vladimir Poutine a dénoncé les livraisons d'armes américaines aux Ukrainiens. La situation en Ukraine montre que les États-Unis tentent de prolonger ce conflit. Et ils agissent exactement de la même manière, alimentant le potentiel de conflit en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les tensions entre Washington et Moscou sont vives. La Russie est toujours visée par de très lourdes sanctions de la part des pays occidentaux. Vladimir Poutine cherche à renforcer ses relations avec les pays d'Afrique et d'Asie, et notamment avec la Chine. Dans le Donbass, on risque la mort jusque devant les tribunaux. Le procès de 5 Européens faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine a débuté lundi face à la Cour suprême de la région séparatiste de Donetsk. Originaires de Suède, Croatie et du Royaume-Uni, les 5 hommes sont accusés d'être des mercenaires et d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. En juin, 2 Britanniques et un Marocain, capturés eux aussi en Ukraine par les forces pro-russes, ont été condamnés à mort pour le même chef d'accusation. Ils ont fait appel de la décision. Sur un autre front, l'Union européenne apparaît divisée sur la question du tourisme russe. Si l'UE a fermé son espace aérien aux vols russes depuis l'invasion de l'Ukraine, les touristes peuvent toujours se rendre en Europe par voie terrestre. L'Ukraine, soutenue par la Finlande et les pays baltes, a appelé les pays de l'Union à ne plus délivrer de visas touristiques aux citoyens russes. La question sera discutée fin août, mais pour l'instant, les avis divergent. Il est important de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions de leur gouvernement. Et toutes les décisions que nous prenons ne doivent pas rendre plus difficile leur quête de liberté. Les Russes ordinaires n'ont pas déclenché la guerre, mais ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que des citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, se déplacer dans l'espace Schengen et faire du tourisme alors que la Russie tue des gens en Ukraine. On ne peut pas l'accepter. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a accueilli lundi l'acteur américain Liev Schreiber et l'ancien footballeur ukrainien Andrei Shevchenko. Les 2 stars sont des ambassadeurs du site ukrainien United 24, qui collecte des dons pour soutenir le pays. Depuis son lancement en mai, la plateforme a permis de lever près de 170 millions de dollars. À 50 jours d'un scrutin très polarisé au Brésil, les 2 principaux candidats ont lancé officiellement leur campagne ce mardi. Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro ont choisi des lieux très symboliques. Le candidat de gauche, favori dans les sondages, doit se rendre dans une usine Volkswagen près de Sao Paulo pour rappeler son passé de métallo et de leader syndical. La veille, il a prononcé un discours devant des étudiants. C'est parce que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier à l'université que je veux que les gens comme moi aillent à l'université. Je veux créer des opportunités. Je serai plus heureux lorsque le fils d'un agent d'entretien pourra s'asseoir sur le même banc que la fille de son employeur. Le président sortant et candidat d'extrême droite a lui choisi d'aller à Juiz de Fora, dans le sud-est du pays, là où il avait frôlé la mort lors d'une tentative d'assassinat en 2018. Une manière pour lui de se présenter comme l'élu de Dieu ayant survécu à un attentat et de renforcer sa popularité auprès de l'électorat évangéliste. Dimanche, il a participé à la marche pour Jésus à Rio de Janeiro.
Ce que je désire le plus, c'est d'aller loin, très loin, et de remettre le commandement de ce pays à celui qui viendra me succéder, avec un pays bien meilleur que celui que j'ai trouvé au début de 2019. Le premier tour de l'élection aura lieu le 7 octobre. Certains redoutent que Jair Bolsonaro ne reconnaisse pas le résultat s'il n'est pas réélu. Le président n'a de cesse de remettre en cause, sans aucune preuve, la fiabilité des urnes électroniques utilisées dans le pays depuis 1996. Une étape cruciale pourrait être bientôt franchie concernant le dossier du nucléaire iranien. L'Union européenne examine actuellement la réponse de l'Iran à sa proposition de compromis final destinée à ressusciter l'accord international de 2015 connu sous son sigle anglais JCPOA. Je peux confirmer que nous avons reçu la réponse iranienne hier soir. Pour l'instant, nous l'étudions et nous consultons les autres participants au JCPOA et les États-Unis sur la marche à suivre. Fruit d'années de négociations, le JCPOA avait pour objectif de contrôler le programme nucléaire iranien en empêchant notamment ses développements militaires et de permettre la levée progressive des sanctions qui asphyxient l'Iran. Entré en vigueur en 2015, il a explosé 3 ans plus tard lorsque l'administration Trump a décidé de se retirer unilatéralement et de réimposer des sanctions économiques contre Téhéran. En réponse, l'Iran a accéléré son programme atomique. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a changé la donne et a ouvert la voie à une reprise des négociations. Le texte final proposé par l'Union européenne permet donc le retour des États-Unis dans l'accord et la levée des sanctions américaines imposées à l'Iran, à condition que le pays respecte ses engagements et cesse de dépasser les limites prescrites sur l'enrichissement d'uranium. Les derniers soldats français ont quitté le Mali ce lundi, après plus de 9 ans de présence. Accueillis comme des sauveurs face à la menace djihadiste en 2013, ils quittent le pays dans un climat d'hostilité, alimenté par la junte militaire au pouvoir. Pour certains, ce départ est une occasion pour les Maliens de reprendre leur destin en main. Comme moi, comme beaucoup d'autres Maliens qui l'attendent avec impatience, le départ des troupes étrangères. Bon, d'accord, après ce départ-là que nous attendons tous, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On doit travailler dur pour combler ce vide-là. Donc c'est à nous, les Maliens, de donner les mains dans les mains pour combler ce vide. Pour d'autres, le retrait des troupes françaises ne change pas grand-chose. Les gens n'ont pas compris que si la France part ou reste, ça ne changera rien, dit cet homme. Le Mali doit prendre ses responsabilités. Que la France parte ou reste, il doit prendre ses responsabilités. Alors que l'opération Barkhane a mobilisé jusqu'à 5500 militaires français au Sahel, ils ne seront plus que 2500 à la fin de l'année, notamment au Niger et au Tchad. Il s'agit de sa première allocution depuis l'annonce de sa défaite. Ce mardi, Raila Odinga a rejeté les résultats de la présidentielle au Kenya et qui donne vainqueur sur le fil son rival William Ruto. Le vétéran de la politique kenyane a également vivement critiqué le travail de la commission électorale indépendante chargée de vérifier ces résultats. Ce que nous avons vu lundi est une parodie, un mépris flagrant de la Constitution et des lois du Kenya de la part du président de la commission électorale et de certains de ses membres. La loi est claire sur le rôle du président de cette commission. Elle ne lui confère pas les pouvoirs d'un dictateur pour diriger la dite commission de manière unilatérale. La commission électorale est divisée, les partisans de Raila Odinga sont en colère, le Kenya est sous tension et dans toutes les têtes reviennent les souvenirs horribles des conséquences des élections de 2007. Cette année-là, Raila Odinga avait contesté les résultats. La crise post-électorale qui avait suivi avait provoqué des affrontements interethniques et la mort de plus d'1 millier de personnes. Un navire de recherche chinois a accosté mardi dans le port sri-lankais de Hambantota. Une arrivée en terrain connu. Le port financé par des crédits chinois a été cédé à la Chine en 2017. Le séjour du bateau dans les eaux sri-lankaises inquiète l'Inde. New Delhi soupçonne un projet d'espionnage et redoute l'influence de la Chine sur le Sri Lanka. Le navire a toutefois été autorisé à rester
à condition qu'aucune recherche ne soit effectuée.